Ma belle-mère m'a demandé combien j'avais hérité de mes parents. Quand j'ai répondu 0 €, elle a immédiatement ordonné à mon mari de divorcer. Il l'a fait, sans la moindre hésitation. Je leur ai souhaité bonne chance, juste avant de les expulser sans ménagement de l'appartement qu'ils me louaient. Oui, vous avez bien entendu. Ils étaient locataires dans mon immeuble, sans le savoir. Aujourd'hui, tout le quartier connaît la vérité sur leur cupidité et leur plan diabolique. Laissez-moi vous raconter comment j'ai transformé mon plus grand chagrin en la plus douce des vengeances. Tout a commencé bien avant ce que j'aurais voulu admettre, par un simple avertissement de mon père, un avertissement que j'ai choisi d'ignorer pour mon plus grand malheur. Avant de nous plonger dans les méandres de cette histoire, j'aimerais prendre un instant pour nous connecter. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville, quelle région ou même quel pays vous m'écoutez en ce moment. Et quelle heure est-il chez vous? Il y a quelque chose de magique à savoir que nous partageons ce moment, malgré les distances. J'ai hâte de vous lire. Maintenant, revenons en arrière, au jour où tout a basculé. Je m'appelle Léonie. À 32 ans, ma vie était un long fleuve tranquille, bordé par les étagères silencieuses de la bibliothèque municipale d'Aix-en-Provence où je travaillais. J'aimais cette quiétude, ce monde ordonné de fiction et de savoir. Peut-être un peu trop. La rencontre avec Bastien fut comme une bourrasque de vent frais dans mon existence feutrée. Il était directeur commercial, un homme au sourire éclatant et à l'ambition chevillée au corps. Il était tout ce que je n'étais pas, solaire, audacieux, un peu bruyant. Et sa mère, Martine, une retraitée aux cheveux impeccablement coiffés, m'avait couverte d'une affection quasi maternelle dès le premier jour. Ayant perdu ma propre mère 10 ans plus tôt, j'étais une proie facile. Je buvais leurs paroles, affamé de cette chaleur familiale que je croyais retrouver. Mon père, Henri, était d'une autre trempe. Parti de rien, il avait bâti un petit empire dans l'immobilier aixois à la force de son travail et de son flair. La maladie avait rongé son corps, le clouant dans un fauteuil, mais son regard n'avait rien perdu de son acuité. Pour nos fiançailles, nous avions choisi un petit restaurant charmant, niché dans une ruelle pavée près du cours Mirabeau. L'ambiance était joyeuse, les verres s'entrechoquaient, mais je sentais le regard de mon père sur moi, lourd d'une inquiétude que je refusais de voir. Au moment du dessert, il a demandé à Bastien de l'aider à aller sur la terrasse pour prendre l'air. En réalité, il voulait me parler. Léonie, a-t-il commencé, sa voix un peu rauque mais ses mots aussi précis que jamais. Je ne veux pas gâcher ta soirée, mais je ne peux pas me taire. Je sentais la tension monter. Papa, s'il te plaît, pas maintenant. C'est une belle soirée. C'est justement parce que c'est une belle soirée que je dois te le dire, a-t-il insisté. Hier, Bastien était au téléphone dans le couloir de la maison. Il ne m'avait pas vu. Il parlait à sa mère. Mon père a marqué une pause, ses yeux plongeant dans les miens pour s'assurer de toute mon attention. Il riait, Léonie. Il lui a dit, et je cite, « Ne t'inquiète pas, maman, l'affaire est dans le sac. » J'ai ferré la petite poule aux œufs d'or d'Aix. Bientôt, on nagera dans le luxe. Les mots ont flotté dans l'air frais du soir. Poule aux œufs d'or. L'expression était si laide, si crue. J'ai ressenti une nausée, mais le déni a été plus fort. J'ai forcé un rire. Oh, papa! C'est une blague de mauvais goût, voilà tout. C'est du parler d'homme, un peu vulgaire, je te l'accorde. Tu ne peux pas le juger là-dessus. Ce n'est pas une blague, a-t-il rétorqué, sa voix devenant dure. Quand un homme qui va t'épouser te réduit à un bilan comptable, ce n'est plus de l'humour, c'est un plan d'affaires. L'amour n'a rien à voir là-dedans. Je me suis senti attaqué, et j'ai défendu Bastien avec l'énergie du désespoir. Tu te trompes complètement. Il m'aime, j'en suis sûre. Il sait que je n'ai qu'un modeste salaire de bibliothécaire. Et Martine? Martine est un amour avec moi. Elle me traite comme sa propre fille. J'ai cherché des exemples, des preuves. Elle m'a même offert le service en porcelaine de sa grand-mère. Le regard de mon père s'est empli d'une immense tristesse. Ma chérie, tu as un cœur si pur que tu ne vois pas le calcul derrière les gestes. Un service en porcelaine contre un immeuble en centre-ville. Fais le calcul toi-même. Il a vu que je me fermais.
Il a soupiré. J'espère de tout mon cœur avoir tort. Mais promets-moi une chose. Sois prudente. Je suis retournée à table, le sourire aux lèvres mais le cœur en miettes. J'ai regardé Bastien qui me faisait un clin d'œil complice. J'ai regardé Martine qui me servait une part de gâteau avec un « Tiens, ma chérie, tu es trop maigre ». Et j'ai choisi de les croire. J'ai choisi de croire que mon père, affaibli par la maladie, était devenu cynique et méfiant. J'avais tellement besoin de croire à ce conte de fées. Cette nuit-là, en m'endormant dans les bras de Bastien, je me suis répété en boucle que tout allait bien, que mon père se trompait. Mais les mots « poule aux œufs d'or » continuaient de tourner dans ma tête, comme un avertissement silencieux. C'était la première fissure dans le barrage de mes illusions. Et je ne savais pas encore que le barrage tout entier était sur le point de céder. Le mariage fut célébré 6 mois plus tard, une affaire intime et élégante. Mon père, malgré sa fatigue évidente, m'a conduite jusqu'à l'hôtel, et son regard semblait me dire « Je suis là, quoi qu'il arrive ». Ce souvenir est l'un des plus précieux qu'il me reste de lui. Conformément à nos plans, Bastien et Martine ont emménagé dans mon appartement, au 2e étage de cet immeuble haussmannien qui était le cœur battant de notre famille. Les premières semaines furent un tourbillon de bonheur factice. Martine nous concoctait des plats provençaux qui embaumaient tout l'étage, tandis que Bastien jouait le mari prévenant, rentrant chaque soir avec une petite attention. J'étais sur un nuage, me félicitant d'avoir ignoré les sombres prédictions de mon père. Mais un nuage n'est jamais qu'une accumulation de vapeur d'eau, et le mien n'a pas tardé à se transformer en pluie acide. Les critiques ont commencé, jamais directes, toujours insidieuses. Un soir, alors que je préparais le dîner, Martine est entrée dans la cuisine et a posé un regard dédaigneux sur ma cuisinière. « Ce vieux four te donne du fil à retordre, ma pauvre Léonie », a-t-elle soupiré. « C'est dommage. Une fan de directeur, la belle-fille d'Henri, on s'attendrait à ce que tu aies une cuisine digne de ce nom. Comment reçois-tu les relations d'affaires de Bastien ici ?» La remarque était doublement blessante. Elle dénigrait mon intérieur et insinuait que je n'étais pas à la hauteur de mon nouveau statut. J'ai bafouillé une excuse à propos du charme de l'ancien. Elle a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le charme, ma chérie, ça ne remplit pas l'estomac des clients importants. Cette petite phrase a planté une graine de honte en moi. Une honte de ne pas être assez bien, de ne pas offrir à mon mari l'écrin qu'il méritait. Bastien, de son côté, a commencé à jouer la partition du mari ambitieux mais accablé par les contraintes matérielles. Il passait des heures sur son ordinateur portable le soir, me montrant des photos de voitures de luxe, de montres suisses, de résidences secondaires sur la Côte d'Azur. « Regarde cette montre, ma chérie », me disait-il en pointant une photo sur un site de luxe. « C'est celle que porte mon plus gros client. C'est un signe de réussite. C'est un langage. Quand je vais en rendez-vous avec ma vieille montre, j'ai l'impression d'être un imposteur. C'est un investissement pour ma carrière, tu comprends ? » Je comprenais. Ou plutôt, je voulais comprendre. Je voulais l'aider. Alors, quand il a oublié de me dire qu'il avait acheté cette fameuse montre à 8 000 € sur sa carte de crédit, j'ai pris sur moi. J'ai puisé dans l'assurance vie que ma mère m'avait laissée. « Ne t'inquiète pas, mon amour, je vais régler ça, lui ai-je dit. » Son soulagement fut si visible, son baiser si reconnaissant, que j'ai cru avoir bien fait. Ce ne fut que le début. Les investissements pour sa carrière se sont multipliés, un nouveau costume sur mesure, un abonnement à un club de golf prestigieux, un week-end à Monaco, pour réseauter. Et à chaque fois, c'était moi qui éponguais les dettes. Mon héritage maternel fondait comme neige au soleil. Je me suis même surprise à mentir à ma conseillère bancaire pour obtenir un prêt personnel, prétextant des travaux de rénovation. Je m'enfonçais dans un mensonge financier pour maintenir une façade de réussite qui n'était pas la mienne. Martine, loin de calmer les choses, jetait de l'huile sur le feu. « Ton père pourrait vous faire un petit cadeau, non ? Une avance sur héritage ? Ce ne serait que justice. Bastien travaille si dur pour l'honneur de la famille. » Je m'y opposais fermement, horrifiée à l'idée de demander de l'argent à mon père malade. Mais leur insistance créait une pression constante. Je me sentais prise dans un étau, entre la loyauté envers mon père et le désir de plaire à mon mari.
Je vivais dans une angoisse permanente, vérifiant mes comptes en cachette, le souffle court à chaque nouvelle facture. J'étais devenue la trésorière secrète de leurs ambitions, la gardienne silencieuse d'une illusion qui me coûtait bien plus que de l'argent. Elle me coûtait mon âme. Je ne savais pas encore que le pire était à venir, et que leur cupidité allait bientôt franchir la ligne rouge de la décence et de l'humanité. L'état de santé de mon père a décliné si rapidement que l'hôpital est devenu sa deuxième maison. Puis, un jour, les médecins nous ont annoncé la nouvelle que nous redoutions tous, il n'y avait plus rien à faire, à part soulager sa douleur. Il a exprimé le souhait de finir ses jours chez lui, dans son Penthouse, au milieu de ses souvenirs. Ce fut le signal que Bastien et Martine attendaient. Ils se sont transformés en anges gardiens dévoués, du moins en apparence. Ma pauvre Léonie, tu es dévastée, m'a dit Martine en me serrant dans ses bras une étreinte qui me parut soudain froide comme le marbre. Tu dois te préserver. Laisse-nous gérer les aspects pratiques. Les infirmières, les médicaments, les plannings. Nous nous occupons de tout. Toi, contente-toi d'être sa fille. Épuisée par les nuits blanches et le chagrin, j'ai accepté leur aide comme une bouée de sauvetage. Je venais de leur livrer les clés de la forteresse. Ils ont alors méthodiquement organisé mon isolement. Leur stratégie était simple et cruelle. Quand je rentrais de la bibliothèque, le cœur serré à l'idée de voir mon père, je trouvais toujours Martine barrant le passage. « Chut, ma chérie, murmurait-elle. Il vient de s'endormir grâce à ses calmants. Il ne faut surtout pas le réveiller, le repos est si important pour lui. » Le lendemain, c'était Bastien. Il a eu une journée très difficile, il est très confus. Le médecin a conseillé de limiter les stimuli. C'est pour son bien, tu sais. Jour après jour, il me volait les derniers instants précieux avec mon père. Je ne le voyais plus que quelques minutes par-ci par-là, et toujours en leur présence, ce qui rendait toute conversation intime impossible. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre famille, une visiteuse soumise à des horaires stricts. Un soir, la situation a atteint un point de non-retour. Bastien m'attendait dans le salon, une pile de documents posés sur la table basse. Il arborait un air solennel, celui d'un homme prenant ses responsabilités. « Léonie, assieds-toi. Il faut que nous soyons pragmatiques, a-t-il commencé. La gestion des affaires de ton père est un cauchemar. Les factures s'accumulent. J'ai consulté un ami avocat. La meilleure solution, la plus simple, serait que tu signes une procuration générale de gestion de patrimoine. Cela me permettrait de tout régler à ta place, de te décharger de ce fardeau. » Il parlait avec une telle assurance, un tel semblant de bienveillance, que dans mon état de fatigue extrême, j'ai failli céder. Il me tendit un stylo. « C'est juste une formalité pour t'aider, mon amour. » Mon stylo était à 1 millimètre du papier quand la sonnette a retenti. C'était Aude, l'assistante juridique de mon père. Sa présence à cette heure tardive était inhabituelle. « Bonsoir Léonie, excuse-moi de débarquer ainsi, dit-elle. Henri m'a appelé tout à l'heure. Il voulait que je récupère un dossier. » Son regard de juriste s'est immédiatement posé sur la liasse de papier et le stylo dans ma main. Bastien s'est visiblement tendu. « Bonsoir Aude. Nous réglions juste quelques formalités familiales. » Aude, avec une audace tranquille, s'est approchée et a pris délicatement les documents de mes mains. « Permettez-moi. » Elle a lu les pages en diagonale, son visage se fermant comme une porte de prison. Elle a relevé la tête, ses yeux lançant des éclairs. « Léonie, ne signe jamais ça. »« Mais pourquoi ?» ai-je demandé, perdu. Bastien dit que c'est pour payer les factures. Aude a fixé Bastien. « Les factures ? Vraiment ? Alors expliquez-moi cet article, page 4, qui donne à votre épouse, et par extension à vous, le pouvoir non seulement de gérer les comptes, mais aussi de vendre ou d'hypothéquer l'intégralité des biens immobiliers de Monsieur Henri, sans autre forme de justification. » Le mot « hypothéquer » a explosé dans le silence du salon. Vendre l'immeuble. Vendre la maison de mon enfance. Bastien, démasqué, n'a pas cherché à nier. Il a explosé de colère. Et alors ? C'est notre droit. C'est une affaire de famille, mêlez-vous de vos affaires. Martine, attirée par les éclats de voix, est arrivée.
Comprenant la situation en un clin d'œil, elle a choisi l'attaque. Léonie. Je n'en crois pas mes yeux. Tu laisses cet employé insulter ton mari? Tu lui fais plus confiance qu'à nous? Après tout ce qu'on fait pour toi, c'est ça, ta reconnaissance? Ils ne se sont même pas excusés. Ils n'ont pas nié. Ils m'ont accusé, moi. Leur plan venait d'être exposé, et leur seule défense était de me faire sentir coupable. C'est la définition même de la manipulation. Dites-moi, très honnêtement, si vous aviez été à ma place, à ce moment précis, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous crié? Les auriez-vous chassés? Ou seriez-vous resté paralysé par le choc, comme moi? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si j'étais la seule à me sentir aussi impuissante. Je n'ai rien pu dire. La trahison était si brutale, si laide, qu'elle m'a coupé le souffle. J'ai arraché les papiers des mains d'Aude et je me suis réfugiée dans ma chambre, claquant la porte. Pour la première fois, je ne ressentais plus de l'amour pour Bastien. Je ressentais de la peur. Une peur froide et viscérale. J'avais enfin compris que je ne vivais pas avec un mari, mais avec un prédateur. Et j'étais sa proie. Les jours qui ont suivi cette terrible confrontation furent empreints d'une tension palpable. Bastien et Martine me traitaient avec une courtoisie glaciale, le genre de politesse que l'on réserve à un ennemi que l'on est obligé de côtoyer. Ils avaient compris qu'ils avaient été trop loin, trop vite. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient perdu bien plus qu'une simple signature, ils avaient perdu leur emprise sur moi. Et surtout, ils avaient sous-estimé mon père et sa loyale alliée, Aude. Aude est devenue mon contact secret avec le monde extérieur, ou plutôt, avec l'étage du dessus. Grâce à un interphone médical qu'elle avait insisté pour installer, mon père et moi pouvions échanger quelques mots quand les vautours n'étaient pas là. C'est ainsi que j'ai appris qu'il était au courant de leur tentative d'escroquerie. Je savais qu'ils essaieraient, m'a-t-il murmuré un après-midi, sa voix faible mais pleine d'une colère contenue. Ne t'inquiète pas, ma fille. Le piège est déjà en place. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais ces mots m'ont donné une force insoupçonnée. Puis, l'appel que je redoutais est arrivé. C'était une nuit pluvieuse de novembre. L'infirmière de garde m'a appelé, la voix brisée par l'émotion. Léonie, c'est le moment. Venez vite. J'ai dévalé l'escalier, le cœur au bord des lèvres. Martine a tenté de m'arrêter sur le palier. Il dort, ne le dérange pas, a-t-elle osé me dire. Poussez-vous de mon chemin, ai-je articulé, une rage froide me donnant une autorité qu'elle ne m'avait jamais connue. Elle a reculé, surprise. J'ai trouvé mon père, alité, le souffle court. Aude était déjà à ses côtés, lui tenant la main. Il a tourné la tête vers moi et un faible sourire a éclairé son visage émacié. Bastien et Martine se tenaient dans l'encadrement de la porte, spectateurs silencieux et furieux de cette scène intime dont ils étaient exclus. Papa, je suis là, ai-je sangloté en prenant son autre main. Léonie, ma fille, a-t-il murmuré, chaque mot lui coûtant un effort immense. Je suis si fatiguée. Mais j'ai tout préparé. Écoute bien. Son regard a cherché celui d'Aude. Fais, exactement, ce qu'Aude te dira. C'est mon dernier plan d'affaires. Il a souri à nouveau. Et promets-moi d'être forte. Tu es une Henri. Ne l'oublie jamais. Ce furent ses dernières paroles. Il a fermé les yeux, et son souffle s'est éteint, doucement. Mon monde s'est effondré. Après l'arrivée des médecins, après que la maison soit retombée dans un silence de mort, Aude m'a entraîné dans le bureau de mon père. Bastien et Martine étaient déjà au téléphone, parlant à voix basse, sans doute pour connaître les prochaines étapes de la succession. Léonie, ton père était un stratège, m'a expliqué Aude, sa voix empreinte de respect. Il a passé les 6 derniers mois à organiser ta protection. Elle m'a alors révélé le plan, dans toute sa splendeur machiavélique. Il a transféré tous ses actifs, l'immeuble, les portefeuilles d'actions, absolument tout dans une société civile immobilière, une SCI. Légalement, j'en suis l'unique gérante. Elle a continué, voyant mon incompréhension. Le testament qui sera lu par le notaire, le testament public, il est presque vide. Il stipule que ton père, déçu par tes choix de vie, te déshérite.
Il te lègue sa bibliothèque et ses photos. Tout son argent liquide est légué à des associations. J'étais abasourdie. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça? C'est un test, Léonie. L'épreuve finale. Il voulait voir si ton mari resterait avec toi une fois la poule aux œufs d'or officiellement plumée. Mon cœur s'est serré. Alors, j'ai tout perdu? Un petit sourire est apparu sur les lèvres d'Aude. Non. C'est là que réside le génie de ton père. Il y a une clause secrète dans les statuts de la SCI. Une condition unique et non négociable qui m'oblige à te transférer 100% des parts, faisant de toi l'unique propriétaire de tout. J'ai retenu mon souffle. Quelle est cette condition? La présentation de ton jugement de divorce définitif avec Bastien. J'ai dû m'agripper au bureau pour ne pas tomber. C'était incroyable. Mon père m'avait non seulement protégé, mais il avait aussi écrit le scénario de ma libération. L'enterrement a eu lieu quelques jours plus tard, sous un crachin typique d'Aix en automne. Je me tenais seule sous mon parapluie, Aude à mes côtés. J'attendais. J'attendais l'homme qui avait juré de m'aimer pour le meilleur et pour le pire. J'attendais la femme qui prétendait me considérer comme sa fille. Ils ne sont jamais venus. À 10 heures, alors que la cérémonie commençait, j'ai reçu un texto laconique de Bastien. Désolé ma chérie. Maman est clouée au lit avec une migraine atroce, le chagrin l'a anéantie. Je ne peux pas la laisser seule. On pense fort à toi. Une migraine. Le chagrin pour mon père était un gouffre sans fond, mais à cet instant précis, une autre émotion a surgi, froide et puissante, la détermination. Le deuil de mon mariage était terminé. La guerre, elle, ne faisait que commencer. Quand je suis rentrée de l'enterrement, l'appartement était silencieux, mais pas du silence respectueux du deuil. C'était un silence lourd d'attente, comme le calme avant une tempête. Mes vêtements étaient trempés, mon âme était gelée. J'ai trouvé Bastien et Martine dans le salon. Ils n'étaient pas en train de pleurer la mort de l'homme qui leur avait, indirectement, offert un toit et un certain confort de vie. Non. Ils étaient affalés sur le canapé, regardant un jeu télévisé où un couple hilar venait de remporter une somme d'argent colossale. La vision était si grotesque, si déplacée, qu'elle m'a donné la nausée. Ils ne m'ont pas salué. Ils ne m'ont pas demandé si la cérémonie s'était bien passée. Martine a simplement appuyé sur le bouton « muet » de la télécommande, et l'animateur souriant a disparu dans le silence. « C'est fait » a-t-elle demandé, sa voix plate, sans la moindre inflexion de sympathie. Je suis restée dans l'entrée, l'eau de mon manteau formant une petite flaque sur le parquet que j'avais si souvent ciré. J'ai hoché la tête. Et donc, a enchaîné Bastien, se penchant en avant, les coudes sur les genoux, comme un homme d'affaires attendant le résultat d'une négociation. Le notaire. L'héritage. Dis-nous. C'était le moment. Le rideau se levait sur le premier acte de ma pièce. J'ai puisé dans la douleur réelle de ma perte pour rendre ma performance crédible. J'ai laissé ma lèvre inférieure trembler. J'ai laissé mes yeux s'embuer de larmes. Papa? Ai-je commencé d'une voix brisée. Il a décidé de tout donner. Bastien a froncé les sourcils. L'impatience se lisait sur son visage. Tout donner? Qu'est-ce que ça veut dire, tout donner? Sois clair, Léonie. Tout son argent, ai-je articulé, comme si chaque mot me coûtait un effort surhumain. Ses comptes en banque, ses placements, tout est parti à des œuvres de charité. La Fondation pour la recherche médicale, les Restos du Cœur. J'ai marqué une pause dramatique, reniflant bruyamment. Il ne m'a rien laissé. Le silence qui a suivi fut électrique. J'ai vu le visage de Martine passer par plusieurs étapes en une fraction de seconde, l'incompréhension, l'incrédulité, puis une fureur froide. Rien, a-t-elle articulé, sa voix un sifflement venimeux. Pas un centime, ai-je confirmé, secouant la tête. 0 €. Il a précisé dans le testament qu'il savait que j'avais un mari aimant et un bon travail, et que je n'avais besoin de rien. Il m'a seulement légué ses livres et ses albums photos. La réaction de Bastien fut violente. Il a bondi du canapé, le visage congestionné par la rage. C'est une blague? Il nous a fait ça? Le vieux fou.
Non. Je ne te crois pas. Tu as mis l'argent de côté, c'est ça? Avec l'autre poissonnière, la juriste là? Il a fait un pas vers moi, le poing serré. Pour la première fois, j'ai eu peur qu'il me frappe. J'ai sorti de mon sac la copie du testament public qu'Aude m'avait préparé. Je l'ai jeté sur la table basse. Lis. Lis si tu ne me crois pas. Le notaire me l'a remis ce matin. C'est la seule vérité. Il s'est jeté sur le document, le lisant avec une avidité rageuse. Pendant ce temps, j'ai appliqué la touche finale à ma performance. Je me suis laissé tomber sur un fauteuil, le visage dans les mains, et j'ai commencé à sangloter. C'était un mélange de vraies larmes de chagrin et de larmes de crocodile. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Ai-je gémi. Toutes tes dettes, le loyer, comment va-t-on s'en sortir? On est ruiné. Bastien a fini de lire. Il a froissé le papier en une boule compacte et l'a lancé contre le mur. Puis il s'est tourné vers moi. Son regard était terrifiant. Ce n'était plus de la colère. C'était du mépris. Le regard d'un investisseur qui contemple les ruines fumantes de son meilleur placement. On est ruiné, a-t-il répété lentement, chaque syllabe chargée de venin. Non. Tu es ruiné. Il est sorti de la pièce en donnant un coup de pied dans une chaise. Martine, elle, n'avait pas bougé. Elle me fixait, son esprit tournant à 1000 à l'heure. Elle n'était pas en colère. Elle était en train de calculer. D'évaluer la situation. De planifier sa prochaine action. Et j'ai su, à cet instant, que cette action serait de se débarrasser de moi, le plus vite et le plus impitoyablement possible. Le piège était amorcé. Le mois qui a suivi fut une descente aux enfers psychologiques. L'appartement, autrefois mon havre de paix, était devenu un champ de bataille silencieux. L'air était si lourd de ressentiment que j'avais parfois l'impression de suffoquer. Bastien avait officiellement déménagé ses affaires dans la chambre d'amis, créant une distance physique qui reflétait le gouffre émotionnel qui nous séparait. Il ne me parlait que pour l'essentiel, des monosyllabes lâchés avec un soupir d'exaspération. Plus de « ma chérie », plus de gestes tendres. J'étais devenu invisible, un meuble encombrant dont il ne savait comment se défaire. Martine, de son côté, excellait dans l'art de la guerre psychologique. Elle ne m'adressait plus la parole directement, mais elle s'assurait que je l'entende. Elle passait des heures au téléphone dans le salon, racontant à qui voulait l'entendre sa version des faits, une version où elle était la victime et moi, la source de tous les maux. Ma pauvre Jacqueline, tu ne peux pas imaginer le calvaire que nous vivons. Mon fils, ce saint homme, obligé de supporter cette fille qui n'a même pas eu la décence de se faire laisser un petit quelque chose par son père. Ça prouve bien qu'elle était une mauvaise fille. Maintenant, elle est là, à notre charge, une bouche inutile à nourrir. Elle me salissait, me dégradait, me réduisait à une caricature de femme ratée et profiteuse. C'était insupportable. Le soutien est venu de la source la plus inattendue. Un matin, en sortant de chez moi, j'ai croisé Monsieur Cyril, le voisin du 3e étage, un veuf adorable qui vivait là depuis toujours. Il a posé une main bienveillante sur mon bras. Ma petite Léonie, a-t-il dit, sa voix douce contrastant avec la brutalité de ce que j'endurais. Ne faites pas attention aux vipères. Les murs de cet immeuble ont des oreilles. Nous entendons ce qu'elle dit. Nous ne sommes pas dupes. Votre père était un homme bien, et vous êtes sa fille. Tenez bon. Ces mots ont été un baume sur mon cœur à vif. Je n'étais pas seule. Des gens voyaient la vérité. Cela a renforcé ma résolution. Le point de rupture a été atteint un mardi soir, environ 3 semaines après l'annonce. J'étais dans la cuisine, préparant une simple salade. J'entendais leur chuchotement dans le salon. Une impulsion m'a traversée. J'ai discrètement pris mon téléphone, j'ai activé la fonction dictaphone et je l'ai glissé dans la poche de mon tablier. C'était un geste désespéré, mais je sentais que j'avais besoin d'une preuve, d'une arme. Je suis entré dans le salon sous un prétexte futile, j'ai posé un livre sur la table, puis je suis retourné à mes occupations, laissant la porte de la cuisine entr'ouverte. L'enregistrement continuait de tourner. J'ai entendu la voix de Martine, basse et conspiratrice. Alors, tu as pris ta décision?
Tu ne peux pas continuer à t'encombrer d'elle. Elle est un boulet. Chaque jour que tu passes avec elle est un jour de perdu pour ton avenir. Un long silence. Puis la voix de Bastien, pleine d'une amertume qui m'a glacé le sang. Je sais, maman. Tu as raison. C'est fini. Je vais la quitter. Quand je pense à ces 5 années. 5 ans. J'ai tout misé sur elle, sur l'héritage. J'aurais pu être si loin aujourd'hui. J'aurais pu épouser une femme qui m'aurait apporté quelque chose, une situation, un réseau. Au lieu de ça, je suis coincée avec une bibliothécaire sans un sou. C'est une ratée. Une perte de temps totale. Une perte de temps totale. J'ai arrêté l'enregistrement. J'ai écouté le fichier pour m'assurer que tout était audible. C'était parfait. La qualité était cristalline. Le cœur battant, j'ai marché jusqu'au salon. Ils ont levé les yeux, surpris de me voir si pâle. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé mon téléphone sur la table basse, entre eux deux. J'ai appuyé sur « Play ». Leur conversation a rempli le silence. Leur propre voix, leurs propres mots cruels, résonnant dans la pièce. J'ai vu le visage de Martine se décomposer. J'ai vu la panique dans les yeux de Bastien. Quand l'enregistrement s'est terminé, un silence de mort s'est installé. Il s'attendait à des cris, des larmes, une crise d'hystérie. Au lieu de ça, je les ai regardés avec un calme qui m'effrayait moi-même. Alors, ai-je dit, ma voix ne tremblant même pas, il me semble que nous avons des papiers de divorce à signer. Ils n'ont pas protesté. Ils savaient qu'ils étaient pris au piège. Le vrai visage était enfin exposé en pleine lumière, et il était hideux. Le lendemain matin, j'ai convoqué une réunion de crise. J'étais devenue, en l'espace d'une nuit, la directrice de ma propre libération. J'ai gardé mon rôle de femme brisée et démunie, car c'était le personnage qu'ils s'attendaient à voir, et la pitié était un levier puissant pour obtenir ce que je voulais. Écoutez, ai-je commencé, assise en face d'eux, les mains jointes pour cacher leur tremblement. J'ai réfléchi. Je ne veux pas de guerre. Je n'en ai ni la force, ni les moyens. Un procès me ruinerait, et je n'ai plus rien. Je pouvais voir le soulagement sur leur visage. La peur d'un divorce coûteux, où mon enregistrement aurait pu peser lourd, s'estompait. Je vous propose un divorce par consentement mutuel, ai-je continué, la voix basse. Rapide, propre, et économique. Nous signons une convention qui stipule que nous renonçons à tout partage de biens. Tu gardes tes affaires, tes comptes, ta voiture. Je garde les miens. Bastien a hoché la tête, un peu trop vite. Ça me semble juste. J'ai alors joué ma carte maîtresse. J'ai baissé les yeux, comme si j'allais demander la lune. Je ne demande qu'une seule chose en échange. Une seule. Ne me demandez pas votre part de cet appartement. Laissez-le-moi. C'est le seul endroit où je me sens en sécurité. Le seul souvenir de mes parents. S'il vous plaît. Martine a émis un petit rire sec et méprisant. Oh, ma pauvre fille, mais garde-le, ton musée poussiéreux. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on allait se battre pour ça? On a des ambitions bien plus grandes que de vivre dans le passé. C'était parfait. Il venait de renoncer verbalement à toute prétention sur l'immeuble. La convention de divorce, rédigée par un avocat qu'Aude me payait en secret, a été préparée en un temps record. Elle stipulait noir sur blanc, les époux déclarent n'avoir aucun bien commun et renoncent mutuellement et définitivement à toute prestation compensatoire et à toute réclamation sur le patrimoine présent et futur de l'autre. Ils l'ont signé sans même la lire attentivement, trop heureux de se débarrasser de moi si facilement. Pendant ce temps, la deuxième phase du plan de mon père se mettait en place. Aude, agissant via une société de gestion immobilière écran qu'elle avait créée, a publié une annonce en ligne. Aix-en-Provence, centre historique. Lou charmante et 2 en rez-de-chaussée, entièrement rénové. Idéal pour couple ou personne seule. Loyer très attractif. L'appartement en question était l'ancienne loge du concierge, au rez-de-chaussée de notre immeuble. Un appartement que mon père avait fait rénover juste avant de tomber gravement malade, comme une prescience de ce qui allait arriver. Une semaine plus tard,
J'ai entendu Bastien crier de joie dans le salon. Il était au téléphone avec sa mère. Maman, c'est un signe du destin. J'ai trouvé l'appartement parfait pour nous. En plein centre, pas cher. On va enfin pouvoir quitter cet endroit maudit et commencer notre nouvelle vie. Ils ont visité l'appartement avec un agent immobilier qui n'était autre qu'un ami d'Aude. Ils ont été séduits. Le bail a été signé dans la foulée, au nom de la société de gestion d'Aude. Le jour de leur déménagement fut une scène surréaliste. Ils descendaient leur carton, tout excités. J'ai joué la comédie de la femme abandonnée, les regardant partir avec des larmes aux yeux. Je suis contente pour vous, leur ai-je menti. Je vais aller chez une amie pendant quelque temps, pour me retrouver. Je suis partie avec 2 valises, traversant le hall sous leurs regards condescendants. Je me suis installée dans le studio d'Aude, de l'autre côté de la ville. Là, loin de leurs regards, le masque est tombé. J'ai pleuré. J'ai pleuré la fin de mon mariage, même s'il était basé sur un mensonge. J'ai pleuré la perte de l'homme que j'avais cru aimer. J'ai pleuré ma propre naïveté. C'était un deuil nécessaire. Aude a été mon roc. Chaque larme que tu verses aujourd'hui, Léonie, me disait-elle, est une brique que tu enlèves du mur de ta prison. Bientôt, tu seras libre. Ils étaient installés dans leur nouveau cocon, juste en dessous de l'appartement qu'ils pensaient avoir abandonné. Ils pensaient avoir tourné la page. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de s'installer au cœur de la toile d'araignée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le jour du jugement de divorce est arrivé. Ce fut une formalité administrative, froide et impersonnelle. Nous nous tenions devant le juge aux affaires familiales, ne nous regardant pas. En moins de 15 minutes, c'était terminé. Le marteau est tombé. Le divorce est prononcé. En sortant du palais de justice, Bastien m'a adressé un petit signe de tête arrogant, un sourire en coin. Le sourire d'un homme qui pense avoir fait une bonne affaire. Je n'ai pas répondu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un seul mot à Aude, fait. Sa réponse est arrivée quelques secondes plus tard, je suis chez le notaire. L'acte de transfert de la SCI est sur le point d'être signé. Rends-toi au 12 rue Mignet dans 1 heure. Félicitations, madame la propriétaire. 1 heure plus tard. J'étais devant l'immeuble. Mon immeuble. Chaque pierre, chaque volet, chaque détail de la façade me semblait différent. J'ai inspiré profondément. L'air sentait la pluie et la liberté. Je suis entré dans le hall et je me suis dirigé vers la porte de l'appartement du rez-de-chaussée. La porte de leur prison dorée. De l'intérieur, j'entendais la voix forte et joyeuse de Bastien. Il était au téléphone. Oui, je te jure, c'est le meilleur jour de ma vie. Enfin débarrassé. Et le meilleur, c'est que j'ai déjà un nouveau contact. Une avocate fiscaliste. Divorcée, sans enfant, et son père est dans le pétrole. Tu imagines? Fini la galère, mon pote. La vie de château commence. La vie de château. J'ai frappé à la porte. Pas timidement. J'ai frappé 3 coups secs, autoritaires. La musique s'est arrêtée. J'ai entendu Martine râler. C'est qui, encore? La porte s'est ouverte. Martine était là, un verre de vin blanc à la main. En me voyant, son visage a exprimé un profond agacement. Qu'est-ce que tu veux? Tu as oublié un de tes bibelots poussiéreux? C'est fini, Léonie. Le divorce est signé. Tu n'as plus rien à faire ici. Je sais, ai-je répondu, ma voix d'un calme olympien. Je ne suis pas venu chercher quelque chose. Je suis venu rendre ça. J'ai glissé mon alliance et ma bague de fiançailles de mon doigt. Je les ai laissés tomber sur le paillasson. Le son du métal sur les carreaux a résonné dans le silence. Et, je suis venu livrer ça. J'ai sorti de mon grand sac à main une enveloppe Kraft. Une lettre recommandée avec accusé de réception, que j'avais postée à moi-même la veille. Elle l'a arrachée de ma main, intriguée. Bastien s'était approché, un sourire narquois aux lèvres.
Elle a déchiré l'enveloppe. Elle a déplié le document. Elle a commencé à lire à voix haute, sa voix d'abord assurée, puis de plus en plus hésitante. Objet. Congé pour reprise. Conformément à la loi du 6 juillet 1989, nous vous notifions par la présente notre décision de ne pas renouveler votre bail, et vous prions de bien vouloir libérer les lieux pour le. Elle s'est arrêtée, a éclaté d'un rire incrédule. Mais, elle est complètement folle. Elle a pété un câble. Elle se prend pour la propriétaire maintenant. Bastien a ricané. La pauvre. La rupture a été trop dure pour elle. Il faut l'interner. Je les ai laissés rire. J'ai savouré leur arrogance, leur certitude. C'était le sel sur la plaie que j'allais ouvrir. Je n'ai jamais menti, Martine, ai-je dit, articulant chaque mot. Je vous ai dit la vérité. Mon père ne m'a pas légué d'argent. Il m'a légué 0 €. C'est un fait. J'ai marqué une pause, les regardant droit dans les yeux. Ce que j'ai omis de vous dire, c'est qu'avant de mourir, il a transféré 100% de son patrimoine, y compris cet immeuble, dans une société. Une SCI. Leurs sourires se sont effacés. Une lueur d'inquiétude est apparue dans leurs yeux. Et cette SCI, ai-je poursuivi, ma voix devenant plus dure, avait une clause. Une toute petite clause dans ses statuts. La gérante, Aude, avait l'interdiction formelle de me transférer les parts de la société avant que je ne remplisse une condition bien précise. J'ai sorti de mon sac le jugement de divorce fraîchement signé, le tampon du tribunal bien visible. Je l'ai agité doucement devant eux. Cette condition, c'était la dissolution de mon mariage avec votre fils. Alors, merci. Merci à tous les deux. Grâce à votre cupidité et votre empressement à vous débarrasser de moi, vous venez de faire de moi l'unique propriétaire de cet immeuble. Alors, je répète, bienvenue chez moi. Et vous avez 30 jours pour foutre le camp. Le silence qui a suivi ma déclaration fut plus violent qu'un cri. C'était le silence de l'incrédulité, le moment où le cerveau refuse d'accepter une réalité trop brutale. Le visage de Martine est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, pour finir sur un gris cireux. Bastien, le téléphone toujours à l'oreille, l'a laissé tomber. L'appareil s'est écrasé sur le carrelage avec un bruit sec qui a brisé le charme. Puis, ce fut le chaos. Non, a hurlé Bastien, se précipitant vers moi. Il a attrapé mes épaules. Léonie, c'est une blague, dis-moi que c'est une blague. On peut arranger ça. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. J'ai dit ça au téléphone pour impressionner un ami. Tu sais comment sont les hommes. J'ai reculé, me dégageant de son emprise avec un dégoût infini. Tes mensonges ne fonctionnent plus, Bastien. 30 jours. Martine, reprenant ses esprits, est passée à l'offensive. La fureur a remplacé la stupeur. Espèce de petite vipère. Manipulatrice. Tu as tout planifié depuis le début. C'est de l'abus de faiblesse. On va te traîner en justice, tu vas voir. On va tout te prendre. Me prendre quoi, Martine, ai-je rétorqué, ma voix tranchante comme du verre pilé. La fortune que je n'étais pas censée avoir? Vous allez expliquer au juge que vous vouliez divorcer parce que vous me pensiez pauvre, mais que maintenant que je suis riche, vous avez changé d'avis. Je vous souhaite bonne chance. Votre cupidité sera votre seul témoin. Je les ai laissés là, au milieu de leur salon, hurlant et s'accusant mutuellement. C'est de ta faute, je te l'avais dit. J'ai refermé la porte derrière moi et j'ai respiré. L'air du hall n'avait jamais été aussi pur. Ma première tâche, en remontant dans mon appartement, fut de neutraliser la dernière menace. L'avocate fiscaliste, la nouvelle cible de Bastien. J'ai retrouvé son profil sur un réseau professionnel en moins de 5 minutes. Je lui ai rédigé un email court et factuel. Objet, une information que vous devriez avoir concernant Bastien. Chère madame, je suis l'ex-femme de Bastien. Notre divorce a été prononcé ce matin. Je pense que vous pourriez être intéressé par le fichier audio ci-joint. Il s'agit d'un enregistrement de mon ex-mari et de sa mère, discutant de leur stratégie pour se débarrasser de moi, leur perte de temps, afin qu'ils puissent trouver une femme qui lui apporterait quelque chose.
Je vous souhaite une excellente journée. Cordialement, Léonie. Moins d'un quart d'heure plus tard, j'ai reçu sa réponse. Merci infiniment. Vous venez de m'éviter une grave erreur. Tout mon soutien. Les jours suivants, j'ai observé leur déchéance avec une distance clinique. Ils ont commencé à chercher un autre appartement, mais se sont heurtés à un mur de béton. Chaque agence leur demandait une quittance de leur dernier loyer et une référence de leur précédent propriétaire. Aude, en tant que gérante officielle de leur ancien bail, leur a fourni une référence d'une honnêteté brutale, locataire ayant fait l'objet d'une procédure de non-renouvellement de bail pour comportement hostile et tentative de manipulation envers la propriétaire. Loyer payé, mais relations conflictuelles. Leur réputation était ruinée. Le petit monde de l'immobilier aixois est un village. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Personne ne voulait d'eux. Aux abois, Martine a tenté sa dernière carte, la victimisation publique. Elle a commencé à faire du porte-à-porte dans l'immeuble, les yeux rougis, racontant à qui voulait l'entendre comment sa pauvre belle-fille mentalement instable les mettait à la rue. C'est Monsieur Cyril qui a mis fin à la mascarade. Il l'a interceptée dans le couloir, alors qu'elle importunait une jeune mère de famille. Madame, a-t-il dit, sa voix habituellement douce résonnant avec une autorité inattendue. Cela suffit. Les murs de cet immeuble ne sont pas sourds. Nous vous avons tous entendu, pendant des mois, humilier Léonie. Nous avons tous vu que vous n'étiez même pas à l'enterrement de son père. La seule personne instable que je vois ici, c'est vous. Maintenant, veuillez cesser de harceler vos voisins. Humiliée, Martine est rentrée chez elle en claquant la porte. C'était fini. Ils étaient seuls, piégés, et le temps jouait contre eux. Le compte à rebours de leur expulsion était presque terminé. Le 30e jour est arrivé. Un mardi matin gris et pluvieux, parfaitement assorti à l'ambiance. Conformément à la procédure, j'ai envoyé à Bastien un dernier message à 9 heures. L'état des lieux de sortie est prévu à 18 heures. Je viendrai récupérer les clés. Sans surprise, je n'ai reçu aucune réponse. Ils avaient choisi la politique de l'autruche, espérant peut-être que j'allais flancher, que la pitié l'emporterait sur la justice. Ils me connaissaient si mal. À 17h50, j'étais dans le hall. Je n'étais pas seule. Aude était à mes côtés, non pas en tant qu'amie, mais en tant que représentante légale de la SCI. Et avec nous se tenait Maître Dubois, un huissier de justice, un homme imposant dans son costume sombre, dont le visage ne trahissait aucune émotion. Comme la loi le prévoit en cas de risque de refus d'obtempérer, il était escorté par 2 agents de la police nationale. La présence de l'uniforme dans notre hall habituellement si paisible a créé une atmosphère solennelle et tendue. À 18 heures précises, nous nous sommes présentés devant la porte du rez-de-chaussée. J'ai frappé. Pas de réponse. On entendait la télévision à l'intérieur. Maître Dubois a pris le relais. Il a frappé à son tour, 3 coups puissants qui ont résonné dans tout le bâtiment. Maître Dubois, huissier de justice. Ouvrez au nom de la loi. Des chuchotements paniqués ont filtré à travers la porte. J'ai un jugement d'expulsion exécutoire, a continué l'huissier d'une voix forte. Si vous n'ouvrez pas immédiatement, je serai contraint de faire appel à un serrurier, et tous les frais seront à votre charge. Quelques secondes plus tard, la serrure a tourné. La porte s'est entr'ouverte. Bastien est apparu, le visage défait, les cheveux en bataille. Derrière lui, Martine le regardait, terrifiée. Vous n'avez pas le droit, a-t-il bafouillé, sa voix n'étant plus qu'un murmure. J'ai tous les droits, monsieur, a répondu l'huissier en lui tendant le document officiel. Votre bail est terminé depuis minuit. Vous êtes actuellement occupant sans droit ni titre. Vous avez 1 heure pour rassembler vos effets personnels et quitter les lieux. L'expulsion fut une scène à la fois pathétique et profondément juste. Ils ont jeté leurs affaires dans des sacs poubelles et des cartons à la hâte. Le costume de marque à 3 000 € côtoyait les vieilles casseroles. Leurs objets de luxe, symboles de leur cupidité, semblaient soudain bien dérisoires. Sous le regard silencieux de quelques voisins et des policiers, ils ont transporté leurs biens sur le trottoir humide. La pluie fine commençait à tomber. Je les ai regardés une dernière fois, l'homme d'affaires ambitieux et sa mère manipulatrice, assis sur une valise en plastique au bord de la route, attendant un taxi qui ne venait pas.
Il n'avait plus rien. Ni argent, ni toit, ni dignité. Je ne ressentais pas de joie. Je ne ressentais pas de haine. Je ressentais un immense vide, suivi d'une paix profonde. Le poids de ces années de mensonges et d'humiliation venait de se dissoudre sous la pluie d'Aix. J'avais tenu la promesse faite à mon père. Les mois qui ont suivi ont été une renaissance. J'ai fait vider et désinfecter l'appartement du rez-de-chaussée, comme pour le purifier de leur présence. Mais au lieu de le relouer, j'ai réalisé un vieux rêve. J'ai utilisé une partie de l'argent de mon père pour abattre les cloisons, installer de grandes baies vitrées et des étagères du sol au plafond. J'ai transformé cet espace de trahison en un lieu de partage. C'est devenu une petite bibliothèque de quartier, gratuite et ouverte à tous les résidents de l'immeuble. Je l'ai baptisé « Le Fonds Henri », en mémoire de mon père. Monsieur Cyril en est devenu le plus fidèle visiteur. Je vis désormais dans le Penthouse, entouré des livres et des souvenirs de mon père. Je n'ai pas quitté mon travail à la bibliothèque municipale. L'argent ne m'intéresse pas en tant que tel. Ce qu'il m'a offert, c'est la chose la plus précieuse au monde, la liberté. La liberté d'être moi-même, la liberté de choisir ma vie, et la liberté de transformer la douleur en quelque chose de beau. Chaque matin, quand je regarde le soleil se lever sur les toits ocres de la ville, je sais que mon père serait fier. Merci infiniment d'avoir partagé ce long voyage avec moi. Mon histoire est la preuve que même dans les moments les plus sombres, lorsque la trahison semble nous avoir tout pris, il est possible de trouver en soi la force de réécrire son propre destin. Peut-être avez-vous vous-même été confronté à une manipulation, qu'elle soit financière ou émotionnelle. Peut-être avez-vous dû vous battre pour faire valoir vos droits face à des gens que vous aimiez. Si c'est le cas, et si vous vous sentez à l'aise de le faire, partagez un morceau de votre expérience dans les commentaires. Vos mots pourraient être la lueur d'espoir dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin ce soir. N'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo si vous pensez que la justice, même si elle est lente, finit toujours par triompher. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires de la vie, avec leurs drames, leurs leçons, et surtout, leur incroyable pouvoir de résilience. Prenez bien soin de vous, et n'oubliez jamais la force qui sommeille en vous.